Donc on est passé au 12 juin et cette prise de parole autour de la confusion. Alors autour de la notion de confusion, ou plutôt autour de l'exposition d'une situation de confusion. Mais je l'ai déjà fait, donc plutôt passer à l'étape suivante qui est de parler de la sortie de la confusion. Plutôt, est-ce que l'on peut sortir d'une confusion mentale ou d'une confusion rationnelle, logique, relationnelle, sociétale, symbolique, bref, toutes les confusions auxquelles nous faisons face au fur et à mesure que nous progressons dans la vie, que nous avançons sur ce chemin souvent qui nous réserve des surprises et des plutôt souvent mauvaises ou contrariantes surprises. Donc il y a de toutes les façons au bout du chemin il y aura une part de déception, de frustration. Normalement, dans tout parcours, toute entreprise, on attend une récompense, un prix pour son travail, son labeur, etc. Pour le fait d'avoir vécu, d'avoir préservé sa vie, son intégrité pendant un certain temps, mais il n'y a pas de récompense. Pour avoir un peu progressé dans ce fouillis de vision, d'approche, d'hypothèses, de tentatives, au moment où nous pensons pouvoir un peu agir avec un maximum d'assurance ou de certitude quant au résultat, à ce moment-là, au lieu d'être, je ne sais pas, gratifié d'une augmentation ou d'une montée dans la hiérarchie, ou dans une hiérarchie ou une autre, nous devons plutôt nous retirer au moment où on est en capacité de donner, bien même, on pourrait être dans l'action, mais aussi dans la transmission. Et voilà, c'est déjà la fin. Donc la confusion, elle est autour de l'impossible réponse ou la réponse qui ne nous satisfait pas à la question de la fin et de la finalité. Qu'est-ce qu'il y a comme finalité? Est-ce que on est dans l'hypothèse classique d'une existence censée finalement se passer comme une sorte de mise à l'épreuve, et suivant donc ce que l'on va faire ou ce que l'on va bien faire ou mal faire, on aura on sera gratifié de quelque chose. Donc on aura soit l'enfer, soit l'autre possibilité. On sera payé selon nos mérites. Seulement, c'est classique, mais quelquefois on ne satisfait pas du, de cette vision de la classicité, et on veut voir si il n'y a pas autre chose, si on doute
on doute sérieusement. On se dit peut-être c'est juste une petite chose que l'on a inventée pour se tranquilliser l'âme. Si tant est qu'on peut parler de l'âme, et encore un supposé hautement hypothétique. Mais ce n'est pas grave. Souvent on est dans l'hypothèse. Il n'y a pas de preuve. Il y a juste peut-être une hypothèse et au mieux une intuition, au mieux un souhait très, très fort. Et surtout quand ce souhait touche à nos proches. Moi je veux pas que je m'en fiche que le paradis existe, mais je le veux pour ma mère. Je le veux pour mon frère. Voilà. Donc sortir de la confusion. Et c'est vrai, la chose que l'on remarque, c'est qu'on n'est pas maître de soi. Donc le jeu des émotions, le jeu des réactions, il suffit de se rappeler quelque chose qui nous est arrivé et que nous avions jugé néfaste. Il suffit que ça revienne pour quelque part nous faire un peu repartir dans une sorte de considération, comment dire, de nouveau on n'est plus dans la considération de nous-mêmes, on se déconsidère. Je ne vaux rien, je n'ai pas de valeur. Voilà, j'ai échoué, j'ai été maltraité, j'ai été mal considéré, j'ai été mal intégré. Voilà, j'ai été plutôt une victime qu'autre chose. Voilà, donc la confusion, c'est compliqué de parler quand on n'est pas tout à fait dans une forme de tranquillité de l'esprit à cause du voisinage, de ce maudit voisinage. Et toutes sortes de contraintes auxquelles on n'échappe pas. Est-ce que, d'une certaine façon, les contraintes, est-ce que c'est nous-mêmes qui les inventons, ou est-ce que ce sont des contraintes assez universelles, assez générales? Donc on y est quelque part, on ne serait pas responsable de ce qui nous arrive. Fondamentalement, l'intelligence de chaque être humain, chaque être social, peut lui permettre de mieux gérer ses intérêts et de préserver sa santé physique et mentale. Donc quand quelque part on subit une forme d'oppression, on se doit de réagir pour faire cesser cette oppression. Mais non, cette oppression, elle devient partie de soi-même et on vit avec pendant une décennie ou plus. Donc comment parler de la confusion? La confusion, c'est aussi, finalement, quand on veut avoir un avis assez complet sur quelqu'un et on se retrouve devant l'impossibilité d'élaborer cet avis-là. Cet être nous offre des points d'attaque, mais en même temps, par ailleurs, il nous est assez hermétique. Alors on ne peut pas le juger parce qu'on connaît de lui qu'une partie. On ne peut pas juger de la totalité uniquement à partir d'un fragment ou d'une composante. L'être est multicomposé, chaque être est complexe et fondamentalement
certains aspects de sa personnalité ils vont plus apparaître dans certaines interactions, dans certains contextes, et finalement, il disparaît dans d'autres contextes. Il aura un comportement plus souple, plus tolérant, plus prévoyant, plus gentil, avec certains, dans certaines conditions, plutôt, et avec d'autres, il aura un comportement différent. En même temps, on est capable de tout. On est capable d'être très à l'écoute, comme on est capable d'être totalement indifférent à quelqu'un. Donc les opposés coexistent dans chacun d'entre nous, et c'est ça le problème. Donc juger, ça pose problème. On est dans l'impossibilité de juger. Quand quelqu'un vous présente des éléments qui sont à charge, comment faire pour ne pas rester uniquement focalisé sur ces éléments-là, alors qu'en fait par ailleurs il a des choses qui plaident pour lui. Comment faire? C'est vrai, cet être semble ignorer une partie de moi, semble totalement sourd à mes appels sur certaines questions. Mais par ailleurs, il ne l'est sûrement pas sur d'autres. Comment l'amener finalement à venir sur le terrain qui m'intéresse le plus? Je ne sais pas. Donc je ne suis pas tellement dans la confusion, je suis dans l'impossibilité de résoudre cette apparente contradiction. La confusion, c'est de ne pas avoir les outils cognitifs, les outils mentaux pour se sortir des problèmes que l'on rencontre. Quelquefois, ces problèmes sont assez simples, mais à nous, ils nous apparaissent totalement hors d'atteinte. Comment ça se fait? Voilà, donc l'être, il est... Comment faire que notre potentiel, notre pouvoir d'estimation, de jugement, d'expertise, comment faire en sorte que ce potentiel expertisant puisse être utilisé et mis à l'œuvre? Souvent, nous réagissons comme si nous étions des ignares, et pourtant, nous avons tous les éléments, ou presque, pour juger de la valeur d'une situation, de l'intérêt d'une situation. Donc la confusion, elle prend plusieurs aspects. La confusion, c'est que, en fait, la perte de moyens d'action, de moyens d'agissement. Je ne peux pas agir sur des choses. Je vois ma vie devenir de moins en moins en capacité de produire quelque chose. Je vois passer des événements importants dont j'aurais dû être un élément moteur. Je suis moteur. Je suis devenu moteur de ma propre, finalement, déchéance. Et encore, le mot déchéance, il ne convient pas, puisque j'étais pas quelqu'un dans une situation pour commencer à déchoir.
J'ai jamais réussi à m'élever pour après dire je déchois. J'ai pas réussi à, à faire la plus petite ascension. Qui dit ascension à tous les niveaux, ascension de la conscience, ascension de la compréhension du monde, de ce qui fait le monde, de ce qui fait que le monde il est comme ça, et majoritairement il est comme ça, et exceptionnellement il est comme ça, il est différent. Voilà, la confusion, c'est qu'on est devant quelque chose d'extraordinairement important, extraordinairement précieux, et on n'a pas les moyens d'agir selon le degré de préciosité de l'instant ou du moment. Comme par exemple, imaginons que vous ayez de l'intérêt pour quelqu'un, et cet intérêt, vous le trouvez fondé. Alors c'est quoi? Vous êtes mis, euh, vous êtes mis à l'épreuve. On vous teste. Et au premier refus, vous démissionnez totalement. Vous sortez de l'histoire. Mais quand on est motivé, on ne sort pas, on insiste. Si par exemple on a un projet et que ce projet, il rencontre dès la première mouture, on se retrouve devant des difficultés ou des... Mais c'est pas une raison. On peut laisser de côté la première, on peut passer à un deuxième essai, à une reformulation, ne jamais s'arrêter. Bien entendu, dans certaines choses, il s'agit, on est devant une illusion. Nous pensons comme ayant besoin d'une personne de façon totale. Et là, il s'agit pas d'une chose rationnelle que l'on peut rationaliser. C'est ça le problème. Il s'agit d'une chose à laquelle on croit. Mais fondamentalement, il est possible qu'il y ait des êtres exceptionnels, comme dans toute chose. Des êtres qui vont vous permettre de réaliser votre élévation, cette ascension à laquelle vous aspirez. Monter d'un échelon, monter d'un niveau, essayer de voir plus grand, de mieux voir, donc de mieux comprendre, cesser de se tromper sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Cesser de se tromper d'ennemis, cesser de se tromper d'amis, cesser de tromper de projets, cesser de tromper de philosophie, cesser de se tromper de destin, cesser de se tromper de désir, cesser de se tromper, cesser de se fourvoyer dans des... Cesser de participer à des combats vains, perdus d'avance, des combats sans aucune comment dire, nécessité. On est là en combat contre des chimères, contre des personnages fictifs, des ennemis fictifs. Bien sûr, le fictif est peut-être... Le fictif est aussi quelquefois quelqu'un de réel, mais en fait c'est un fictif, dans le sens l'ennemi. Est-ce qu'on a un ennemi réellement? J'en sais rien, c'est une question qui se pose. L'ennemi. Donc,
La confusion, elle ne cesse jamais. Elle ne pourra pas s'arrêter. Il y a des éléments qui vous confortent un peu dans vos pensées, dans vos cheminements. Puis arrivent d'autres éléments et certains de vos fondamentaux se retrouvent, comment dire, dans une position totalement renversée. Voilà, donc ce qui était en haut et en bas se retrouve en bas. Voilà, il y a un renversement des priorités, il y a un renversement des valeurs, il y a un renversement de, dans le domaine du sensible, dans le domaine du réactionnel, dans le domaine du même comment on repense les choses, comment on réaligne les éléments qui composent sa propre identité. Voilà donc la confusion. Donc sortir de la confusion. Commencer évidemment de façon très simple par élaborer une série d'objectifs très accessibles et relatifs à notre désir, relatifs à ce que nous pensons comme essentiel, comme absolu. Voilà. Quels seraient mes absolus? Quelles seraient aussi les choses moins absolues, mais tout aussi importantes? Quelle est finalement la chose qui me tient le plus à cœur? Oui, il y a cet objectif ou cette réalisation que je voudrais faire avant de mourir. Si on devait choisir, qu'est-ce qu'on choisirait parmi toutes les options? Est-ce que je vais choisir d'apprendre à sculpter le bois, ou est-ce que je vais plutôt apprendre la menuiserie et essayer de laisser derrière moi quelque chose d'utilitaire, quelque chose qui va accompagner des gens pendant des générations, quelque chose de solide, mais qui serait esthétiquement assez intéressant, qui aurait quelque chose qui aurait la place d'honneur dans la demeure de quelqu'un. Qu'est-ce qui est important? Est-ce ce que l'on fait sans se préoccuper de ce qui du futur, ou est-ce que c'est la trace qu'on va laisser? Moi, j'ai grandi avec l'idée, évidemment, il y avait une trinité, quelque chose comme ça, par rapport à quelqu'un qui aurait planté un arbre, quelqu'un qui aurait creusé un puits, quelqu'un qui aurait permis à un étudiant de pouvoir étudier en l'aidant financièrement. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? L'œuvre. Souvent, cette histoire, je ne sais pas si l'histoire est ça, ou j'ai fait un mélange, en tout cas l'arbre que l'on plante, à une certaine époque, on le plantait, et ce sont nos héritiers qui vont pouvoir en récolter les fruits. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on arrive déjà avec des arbres qui portent des fruits, donc ce système de valeur est devenu un peu caduque, en tout cas. Et oui, on peut se perdre dans cette obsession d'une forme d'éternité,
ou d'une forme de permanence par-delà l'impermanence, par-delà l'anéantissement du corps, que quelque chose de soi continue d'exister. Parce qu'en mettant un peu notre vie, notre devenir dans une forme, la forme que nous avons actuellement est une forme provisoire. Mais cette forme va cesser d'exister telle qu'elle est. Mais ses composants ne disparaîtront pas. Pour faire disparaître un composant, il est possible qu'on ne puisse jamais faire disparaître quelque chose. On peut la réduire, je ne sais pas, la fission nucléaire, ça doit faire passer un élément microscopique ou un petit élément, peut-être le passer d'un état à un autre. Donc dans ce passage, quand il libère de l'énergie, il ne disparaît pas. Il devient autre chose. Peut-être il se fragmente, peut-être. Voilà l'idée. L'idée, c'est que ce qui nous compose, et d'ailleurs ce n'est pas permanent, puisque notre matière, elle est en permanence, comment dire, il y a une partie de nous-mêmes qui est évacuée en permanence. Et ce qui est évacué est remplacé par de nouveaux apports. Donc ce corps-là, il n'est pas fixe, il n'est pas immobile, il change. Aujourd'hui, j'avais certains éléments minéraux, je m'en suis débarrassé et je les ai remplacés par d'autres. Il est possible que dans l'opération, que l'échange ne soit pas aussi. Évidemment, il peut y avoir des problèmes au niveau. Donc j'ai évacué tant, mais j'ai récupéré moins. Donc j'aurai un déficit. Mais je ne peux pas dire mes éléments minéraux les éléments minéraux que j'ai ingurgités, je vais les garder jusqu'à la fin. Je ne peux pas. Quand je transpire, il est possible que j'expulse les éléments minéraux. Quand quoi que je fasse, il y a une partie de moi, de ma masse, qui s'en va. Donc c'est un échange permanent avec l'environnement, la chose que nous appelons environnement. On prend, on redonne, puis on reprend et on redonne. Donc c'est un échange dont nous ne sommes pas conscients, mais c'est un échange qui ne s'arrêtera jamais, qui a toujours été là. Et alors, simplement pour cette idée d'échange thermique, donc pour arriver à une forme d'homéostasie, il faut qu'il y ait des échanges, des équilibres. Quand nous avons trop de chaleur, il faut l'évacuer, il faut garder. Et toujours, en fait, le point d'équilibre, une notion intéressante, le point d'équilibre, dans la confusion, comment malgré la confusion qui ne va jamais cesser de nous titiller, de nous embêter, mais est-ce qu'on peut établir un équilibre au moins provisoire, un équilibre peut-être précaire, mais un équilibre tout de même. Donc à un moment donné, on n'est plus dans le conflit avec soi-même, avec l'extérieur. On est dans une forme d'apaisement superficiel peut-être, mais un apaisement. Donc sortir de la confusion, c'est un peu compliqué malgré tout.
ce n'est pas affaire de mots. C'est peut-être affaire de chance. Moi, je fonctionne avec ce qu'on m'a transmis. Mais c'est limité. Alors je finis par me retrouver devant des impasses, devant des choses que je n'arrive pas à négocier. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres voies? Mais j'ai appris à ne voir que... Est-ce qu'il y a d'autres voies qui auraient une forme et peut-être une matérialité différente? Mais moi, j'ai appris qu'une forme de matérialité. Pour moi, le concret, c'est ça, c'est une chose, et pas une autre. Le concret, le réel. Il est possible qu'il y ait d'autres formes de réel, d'autres formes de concret, d'autres formes de... Mais on peut conjecturer, il n'y a aucun... On ne peut pas se tromper parce que tout est possible. C'est pas parce qu'on aura relevé une chose qu'elle va sortir du néant pour acquérir une forme de réalité. Non, c'est que tout est possible. Et dans le même ordre d'idée, rien n'existe et tout existe. Puisqu'on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver l'existence d'une chose comme on ne peut pas prouver son inexistence. Parce que ce n'est ce que nous disons, ce que nous cherchons, ce que nous posons comme question, n'a de valeur que pour nous-mêmes. Il ne sommes pas nous ne sommes pas à l'origine des choses. Ah, évidemment, dit comme ça, ça relativise un peu toutes les traditions, tous les absolus, tous les dogmes, Oui, il n'y a rien qui tient. Il n'y a pas de Dieu qui tienne. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien. Et quand on dit il n'y a rien, on n'a rien dit non plus. C'est quoi le rien? Comment définit-on le néant? Comment parlerait-on de l'origine des choses? Et comment parlerait-on de la fin des choses? Est-ce que les choses ont une origine et un départ et un... Est-ce qu'on peut réellement situer le moment du départ des choses? La réalité nous vivons avec des éléments qui apparemment sont concrets, mais que nous ne voyons pas. Certains voient Dieu. Bien fait pour eux, mais Dieu n'étant pas une réalité observable par les sens humains en tout cas. Mais il y a des choses avec lesquelles nous vivons que peut-être nous voyons, mais auxquelles nous ne comprenons rien, que nous voyons pas vraiment. Nous ne parlons pas des choses que nous ne voyons pas, mais dont on a découvert l'existence. Alors il y a une réalité multidimensionnelle qui est à notre portée, qui est devant nous, à laquelle nous sommes intégrés. Nous n'arrivons pas à la voir, parce qu'on ne peut pas voir dans l'infrarouge, on ne peut pas voir dans le noir, on ne peut pas voir ce qui est microscopique, on ne peut pas. Alors comment peut-on parler de choses qui dépassent l'entendement à tous les sens du terme?
Donc l'univers, il n'est pas apparu il y a 14 ou 15 milliards d'années. L'univers qui est le nôtre, ça ne veut strictement rien dire. Concrètement, est-ce que l'on peut, quand on mesure en termes de milliards d'années, ça veut dire quoi? C'est quoi un milliard d'années que nous savons mesurer en termes, en décennies, en siècles? Milliards d'années. Peut-être. Certains, évidemment, expliqueront par des tas de preuves mathématiques et tout ce qu'on veut. Oui, c'est, voilà, le rayonnement fossile, ceci, cela. Donc voilà, il y a plein d'arguments. Mais c'est pas parce que ça semble logique, c'est présenté avec beaucoup d'assurance et beaucoup de maîtrise, c'est pas parce que des gens ont passé une bonne partie de leur vie à apprendre les rudiments d'une science, à se perfectionner dans cette science, la cosmologie, les choses comme ça, l'astronomie, c'est pas parce que fondamentalement, ça ne sert strictement à rien. Si on imagine que, par exemple, on va être traversé par un rayonnement issu d'une explosion, d'une nova, je sais pas quoi, une explosion stellaire qui s'est produite il y a, etc. Et c'est cette onde va nous traverser et obligatoirement, elle va nous stériliser entièrement. Qu'est-ce qu'on pourra faire? J'ai parlé stériliser parce que c'est dans le débat actuel sur la baisse de la qualité du sperme, mais donc et aussi sur la réduction de la courbe des natalités. Donc la chute de la natalité sur le plan mondial, bien entendu. Donc on peut être affecté par quelque chose contre laquelle nous n'avons pas le moyen de faire face. Un rayonnement cosmique, il se jouera de nos défenses. Nous pourrions nous enterrer sous terre, nous pourrions établir vivre dans des bunkers sous-marins, souterrains, évidemment, protégés par des murs métalliques faits de je ne sais pas quel métal supposé résister au rayonnement. Alors on ne pourra pas y mettre tout le monde, et puis finalement, la terre dont nous allons hériter après sera une terre stérile, etc. Donc fondamentalement, est-ce que cette science, qui n'a aucune gêne à parler, à mesurer les choses en quantité presque infinie, d'ailleurs, donc, qu'est-ce que est inventé le terme d'infini et qui est obligatoirement l'infini? On parle beaucoup de l'infini, mais on ne parle pas du fini. Alors, c'est quoi le fini et par rapport à l'infini? Qu'est-ce qui est fini? Alors, en fait, il n'y aurait ni infini ni fini. Il y a quelque chose qui n'a pas de nom. Il fait même l'idée d'infini n'est pas une idée très pertinente. Elle ne répond à rien. L'infini, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, spatialement, temporellement, dimensionnellement. Oui, là, l'idée, quelquefois, nous n'arrivons même pas à profiter, comme l'on dit familièrement, profiter du temps, notre temps.
Nous avons du temps et nous ne savons pas quoi en faire. Or j'attends qu'émerge quelque chose, une idée, une vision, une révélation. J'attends, mais je peux attendre longtemps et rien ne viendra. C'est sûr. Je peux attendre longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ah, je suis traversé par quelques idées, mais non rien de particulier. C'est des idées que tout le monde a. Ah, je vais me mettre à recombiner des choses. Oui, d'accord. Créer des formes. À partir des formes connues, moi je vais déformer et ce sera une œuvre de création personnelle. Ah oui, je vais casser. Ah, je vais défigurer. Ah, je vais transgresser. Ah, je vais dénaturer. Ah, oui, c'est un peu puéril comme activité. Ça n'apporte rien. Donc, la confusion, voilà, donc je suis bloqué à à cause du voisinage, donc je ne peux pas parler fort. Donc je m'exprime pas comme je voudrais. Et donc, ça influe sur ce que je dis. Donc là, la confusion, et c'est vrai que l'on est quelque part dans une société, par exemple, une société qui n'a pas beaucoup de moyens. Imaginons que vous ayez euh, un, un lopin de terre que vous n'arrivez pas, qui ne peut pas vous suffire. Est-ce que vous allez comment acquérir d'autres terres? C'est impossible, elles sont trop chères, leurs propriétaires ne voudront pas les vendre, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de produire un maximum avec ce que vous avez, un maximum avec du minimum. Vous allez améliorer la qualité des sols, vous allez amender, vous allez ceci, cela. Il y a des moments où les perspectives sont limitées. On peut agir, on peut faire preuve d'ingéniosité, mais si on n'a pas l'espace, si on n'a pas les conditions nécessaires pour un peu faire parler ça, son génie, ses talents, ses compétences, innées, acquises, peu importe. Il n'y a pas un moyen. Vous avez un horizon qui est fermé, un horizon qui est bouché. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez essayer d'essayer de comprendre, de vous mettre à la place des autres et dire oui, parler du destin, c'est important de savoir se contenter de ce qu'on a, c'est important d'être quelqu'un, de vivre un peu dans une forme de modération, réduire son empreinte écologique, environnementale. Voilà, on peut là aussi justifier par des préoccupations actuelles. Mais il y a un moment où la raison, où la pensée est mise en échec.
La confusion, ce n'est pas tellement ça, c'est plus le... C'est plus, non pas un statu quo, mais une forme d'emprisonnement, d'enfermement. L'enfermement, il ne faut pas en attendre quelque chose de très, comment dire, très intéressant. L'enfermement, ça produit une sorte de rétrécissement dans les capacités de vision, d'interaction, de création. Enfermé, être enfermé, c'est obligatoirement perdre de ses moyens, décliner, se réduire, s'appauvrir. Donc il y a des contextes qui ne sont pas du tout favorables à la sortie de la confusion, en tout cas à la sortie de la situation inconfortable. Oui, c'est ça. L'inconfort, et c'est l'inconfort originel ou un inconfort un peu qui s'est mis en place petit à petit. Ce que je pense, moi, pour parler de moi, comment finalement ce travail de, mise en délégation, de mise en culture, des mots, finalement ce travail n'a pas pu produire comme il m'est arrivé. Il est possible que ça soit de ma faute. J'ai planté des choses fondamentalement en sachant que je faisais des erreurs. Je ne me suis pas assez renseigné, donc le résultat, il n'est pas bon. Planté trop tard. Évidemment, en parlant pas de la terre, n'en parlons pas de l'exposition. Donc il est possible qu'il y ait un vice de forme dans ces développements que je fais. Ma confusion, elle est dans cette incompréhension que j'ai de cette impasse dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir pour trouver un public, un auditoire? Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas forcer les gens. Je ne peux pas dire, tiens, chaque personne qui écoute, je vais lui donner quelque chose. Il n'y a pas moyen. Je suis sûr que même si je faisais des choses assez extrêmes, mais j'aurais quand même pas de l'audience. Donc fondamentalement, la confusion, elle est dans notre incapacité à faire aller le réel dans la direction que nous pensons être la bonne. Je sais pas, je dirais le métal, la tige de métal qu'on va plier, au départ ça se présente pas comme ça naturellement. C'est d'abord un minerai qu'il faut extraire, qu'il faut purifier, qu'il faut travailler, qu'il faut fondre. Après on obtient du métal que l'on va tordre, plier, etc. Donc le réel, il est où son côté premier, côté minéral, puis son côté travaillé, son côté purifié.
Et puis, celui qui va arriver, troisième lieu, troisième position, celui qui va, voilà, avec une tige de métal, avec un bout de métal, produire un outil ou un autre. Donc le réel, c'est déjà dans un contexte préexistant, etc., en tenant de contraintes déjà en place, comment faire en sorte qu'une personne, ou même que vous-même, vous puissiez vous engager dans une direction. Et voilà. Finalement, et opter pour un choix, pour un destin. Comme vous voyez les autres, dans chacun, finalement, se crée sa propre trajectoire. Et cette trajectoire a peu de chances de rencontrer la vôtre. Donc il y a des choses en parallèle, sans fin, sans nombre, des destins qui cheminent côte à côte, mais qui ne se mélangent pas. Je peux parler, tu n'entends de moi que tout ce qui te concerne, tout ce qui te touche. Donc tu fais un choix, une sélection. Donc là, voilà, ce que je dis te semble pas intéressant parce qu'il n'entre dans aucune de tes catégories. Tu y trouves pas de place. Voilà donc un peu la chose. On dit à quelqu'un, arrête, arrête, arrête d'avancer, stop, arrête de marcher, toujours, tu avances toujours. Est-ce que tu sais au moins vers où tu vas? Oui, je sais, mais comment tu le sais? Puisque a priori, déjà ça fait longtemps que tu marches. Il me semble quand même un peu suspect que tu n'aies pas trouvé quelque chose au bout de toutes ces années de marche et de pérégrination. Il va falloir s'arrêter peut-être pour partir dans une autre direction ou pour ne pas bouger même. Ne pas bouger. C'est fini. Être dans le non-mouvement. Je ne bouge pas. Je ne fais plus rien. De toute façon, comme on dit, ce qui doit m'arriver m'arrivera. Peu importe où où je pourrais être. Donc ça peut m'arriver parce que c'est mon destin. On peut dire ça un peu facilement, quelquefois. Et donc, c'est pas la peine que je cours. C'est pas la peine que je m'épuise à courir derrière quelque chose qui semble à ma portée, mais qui s'éloigne toujours. Donc c'est un horizon un peu fuyant. Ben, je laisse tomber. Je ne vais pas me battre contre les horizons fuyants, contre les promesses, les choses qu'on vous fait miroiter. Au bout du chemin, il va y avoir une récompense. Je cesse de marcher ou d'obéir au système de la récompense. Je m'en fiche. Je quitte cette arène-là. Je ne participe plus à ces jeux. J'ai le choix, j'ai la capacité. Alors je le fais. Encore heureux que j'ai une forme de libre arbitre. En tout cas pour ces choses-là. Donc, la confusion, bien sûr, c'est en fonction du moment, en fonction de ce que l'on dit, ce qu'on ne dit pas. Évidemment, quand on parle, on ne dit pas tout. On fait une sélection. Et puis, on peut faire un peu allusion à des choses que l'on ne va jamais dire. Donc, sa confusion peut trouver une partie de ses fondements quelque part dans quelque chose d'extraordinairement
compliqué. Souvent, il y a des gens qui naissent, on dit, sous une bonne étoile, qui naissent avec un destin, un destin favorable. Voilà, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Certains naissent avec la bonne taille. Ils sont ni grands, ni très grands, ni très petits. Ils ont la bonne taille qu'il faut. Taille standard. Certains naissent avec une sensibilité standard, un esprit standard, une intelligence standard. Tout est standard en eux. Ils ont un charme standard. Ils ont un charisme standard. Et ils auront une vie standard. Ils auront des amis. Ils pourront toujours trouver de l'appui standard. Et d'autres n'ont pas accès au standard. Alors, le standard devient un idéal, devient la chose impossible dont on va rêver. Je voudrais juste avoir une vie banale, standard, basique. Mais j'ai pas cette vie basique. Donc je ne me rends pas compte de la chance que j'ai d'être ce que je suis. J'arrive à m'expliquer, à m'exprimer clairement. Quand je dis une chose, mes auditeurs me comprennent. Mes interlocuteurs me comprennent. C'est déjà quelque chose. C'est extraordinaire à quel point la réalité, elle dépend de quelques éléments. Et souvent, qui qu'on soit, on maîtrise pas. Les choses ont changé. Il suffit de décaler un peu le temps permis à l'extérieur, de le décaler de quelques heures. Et certains qui sont chez eux, à l'intérieur, enfermés, respectant les consignes, et d'autres ne se sentent pas tenus par. Il y a comme un retour de quelque chose de déjà connu. Il y a des gens qui vivent et des gens qui vivent à l'extérieur, qui interagissent, et d'autres qui sont là en train d'attendre que la soirée passe, que la nuit passe, que le lendemain arrive. C'est beau d'être dans le défi, face à la loi, face aux règles, c'est bien d'être un rebelle, un peu pas très important, mais un rebelle tout de même, un délinquant même, une forme de hors-la-loi. Puis là, quel sentiment de jouissance ça doit provoquer, ou peut-être pas tant que ça, mais il y a. Donc l'on se demande, pour finir, je me demande, mais comment, d'une certaine façon, on évolue vers une retraite. Certains, peu à peu, s'isolent de leurs semblables et acceptent. Et acceptent de rester face à eux-mêmes, face à des choses irréelles avec lesquelles ils interagissent. Ils sont là à vivre sur leurs souvenirs, à vivre de ce qu'ils ont accumulé, mais qui a quand même un air de
de renfermer ces choses qui ont ranci. Ça sent le rance, tout ça. Et pourtant, on continue de... Qu'est-ce que tu veux? Je consomme cette chose immonde, c'est rance. Et j'ai pas le choix. Je consomme ma propre vie, toute rance, toute puante, toute immonde. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre?